Au cœur du XIXe siècle, dans les ruelles sombres et brumeuses du quartier londonien de Whitechapel, une série d'événements terrifiants allait marquer à jamais l'histoire criminelle mondiale. Jack l'Éventreur, ce mystérieux assassin qui a terrorisé Londres entre août et novembre 1888, représente bien plus qu'une simple affaire criminelle. Il incarne l'un des plus grands mystères non résolus de l'histoire moderne. Le contexte social de cette époque est crucial pour comprendre la portée de ces crimes. La révolution industrielle avait transformé Londres en une mégalopole surpeuplée, où les inégalités sociales atteignaient des proportions alarmantes. Les districts et de la ville, particulièrement Whitechapel, étaient redevenus des ghettos urbains, où la pauvreté extrême côtoyait la débauche et le crime organisé. Dans ces conditions, la population féminine marginalisée, souvent contrainte à la prostitution pour survivre, constituait une cible vulnérable pour un prédateur comme Jack l'Éventreur. La presse victorienne joua un rôle déterminant dans la construction de la légende de Jack l'Éventreur. Les journaux populaires, toujours en quête de sensations fortes pour vendre leurs exemplaires, amplifièrent considérablement la terreur collective. Le surnom même de Jack l'Éventreur provient d'une lettre envoyée à la Central News Agency, signée par un certain Jack the Ripper. Cette appellation frappante, associée aux descriptions macabres des meurtres, captiva rapidement l'imagination du public britannique et international. L'impact psychologique de ces crimes sur la société londonienne fut profond. Pour la première fois, la classe moyenne découvrait avec effroi que la violence brutale n'était pas confinée au bas-fond de la société. Les habitants des quartiers aisés réalisaient que la menace pouvait surgir n'importe où, dans n'importe quelle rue obscure. Cette prise de conscience collective contribua à créer une atmosphère de panique généralisée, exacerbée par l'incapacité apparente de la police à arrêter le tueur. Les méthodes utilisées par Jack l'Éventreur, caractérisées par leur brutalité extrême et leur précision chirurgicale, ajoutaient encore à l'horreur. Chaque nouveau crime semblait plus élaboré que le précédent, comme si le meurtrier perfectionnait sa technique morbide. Cette escalade dans la violence, combinée à l'apparente connaissance médicale du tueur, alimentait les théories les plus folles sur son identité et ses motivations. La fascination persistante pour Jack l'Éventreur repose sur plusieurs facteurs. Premièrement, il s'agit d'une des premières affaires criminelles modernes documentées de manière exhaustive, avec des rapports de police, des témoignages et des preuves matérielles encore accessibles aujourd'hui. Deuxièmement, le caractère non résolu de l'affaire laisse place à toutes les spéculations, attisant l'imagination collective depuis plus d'un siècle. Enfin, l'image de Jack l'Éventreur a transcendé le simple fait divers pour devenir un symbole universel du mal absolu et de la peur irrationnelle. La vague de terreur orchestrée par Jack l'Éventreur débuta précisément dans la nuit du 31 août 1888 avec le premier meurtre avéré, celui de Mary Ann Nichols. À 3h45 du matin, son corps fut découvert dans Bucks Row, aujourd'hui Durward Street, par deux ouvriers se rendant à leur travail. Nichols, âgé de 43 ans, présentait des blessures profondes à la gorge et des mutilations abdominales. Ce premier crime, bien que violent, semblait encore relativement simple comparé aux atrocités qui suivraient. À peine 8 jours plus tard, dans la nuit du 8 septembre, Annie Chapman, 47 ans, devint la deuxième victime confirmée. Son corps fut retrouvé dans l'arrière-cour du numéro 29 de Hanbury Street. Les circonstances de sa mort marquèrent une escalade significative dans la brutalité des actes. Outre les coupures à la gorge, l'assassin avait retiré plusieurs organes internes, dont une partie de l'utérus,
Les autorités notèrent également la présence d'une pièce de monnaie placée soigneusement près du corps, peut-être en guise de signature macabre. Le 30 septembre 1888, connu sous le nom de Double Event, vit 2 nouvelles victimes tombées dans la même nuit. Elizabeth Stride, 45 ans, fut retrouvée dans Berners Street, aujourd'hui Hendricks Street, vers 1 heure du matin. Bien que sa gorge ait été tranchée, elle ne présenta aucune autre mutilation, ce qui pourrait indiquer que l'assassin avait été interrompu. Moins d'1 heure plus tard, Catherine Eddowes, 46 ans, fut sauvagement assassinée dans Mitre Square. Son corps portait des mutilations encore plus complexes, incluant la suppression d'une oreille et de plusieurs organes internes. Une partie de son tablier fut découpée et retrouvée à proximité, accompagnée d'un graffiti antisémite controversé. Mary Jane Kelly, la 5e et dernière victime canonique, fut tuée dans la nuit du 9 novembre 1888. Contrairement aux autres meurtres commis dans les rues, son assassinat eut lieu dans sa propre chambre, au 13 Miller's Court. Les mutilations infligées à son corps furent d'une barbarie inégalée. Pratiquement tous ses organes internes avaient été retirés, certains disposés artistiquement autour de la pièce. Ce dernier crime marqua une intensification extrême dans la violence et la durée probable du meurtre. Chaque scène de crime partageait des éléments distinctifs. Les victimes étaient systématiquement attaquées par derrière, la gorge tranchée avec une précision chirurgicale, suivie de mutilations abdominales complexes. L'assassin semblait posséder une connaissance anatomique approfondie, capable d'extraire des organes avec une rapidité et une précision remarquables. Les blessures étaient infligées post-mortem, suggérant un rituel plutôt qu'une simple agression. Les lieux des crimes révélaient une connaissance intime du quartier de Whitechapel. Toutes les victimes furent attaquées dans des endroits isolés, mais facilement accessibles, souvent proches de routes principales, permettant une fuite rapide. L'assassin semblait également maîtriser les horaires de patrouille des policiers locaux, choisissant soigneusement ses moments d'attaque. La progression des mutilations à travers les meurtres successifs montre une escalade calculée. Des simples coupures à la gorge, l'assassin passa à des amputations partielles, puis à des extractions d'organes de plus en plus complexes. Cette évolution pourrait indiquer une forme de ritualisation croissante, ou peut-être une tentative de communiquer un message spécifique à travers ses actes. Les enquêteurs notèrent également des similitudes troublantes dans les positions des corps et la disposition des vêtements des victimes. Chaque scène semblait méticuleusement organisée, avec des éléments personnels, parfois disposés de manière suggestive autour des corps. Ces détails, ajoutés aux compétences médicales apparentes du tueur, contribuèrent à nourrir les théories selon lesquelles Jack l'Éventreur pourrait être un professionnel de la santé ou quelqu'un ayant reçu une formation médicale. Face à cette série de meurtres sans précédent, les forces de police londoniennes mobilisèrent des ressources considérables pour tenter de capturer le mystérieux assassin. L'enquête fut principalement menée par 2 entités distinctes, la Metropolitan Police, Scotland Yard, et la City of London Police, chacune ayant juridiction sur différentes parties du territoire concerné. Sir Charles Warren, alors commissionneur de la Metropolitan Police, coordonna les efforts d'une équipe d'enquêteurs dirigée par l'inspecteur Frederick Aberlin, considéré comme l'un des meilleurs limiers de Scotland Yard. La méthode d'investigation reposait principalement sur 3 axes majeurs: la collecte de témoignages, la surveillance intensive du quartier de Whitechapel et l'analyse médico-légale des scènes de crime. Plus de 2000 personnes furent interrogées, dont de nombreux habitants du quartier, des prostituées,
et des professionnels médicaux. Les autorités distribuèrent également plus de 80 000 affiches dans tout Londres, décrivant les crimes et demandant toute information pertinente. L'utilisation des sciences forensiques, encore balbutiante à l'époque, marqua une innovation notable dans l'approche policière. Le docteur Thomas Bond, médecin légiste consultant, fut l'un des premiers à appliquer une analyse systématique des blessures et des mutilations. Ces rapports détaillés permirent d'établir plusieurs conclusions cruciales. L'assassin était droitier, mesurait probablement entre 1,70 m et 1,75 m et possédait une connaissance anatomique avancée. Bond nota également que les blessures étaient infligées avec une précision chirurgicale, suggérant une formation médicale formelle. La surveillance du quartier de Whitechapel fut renforcée de manière draconienne. Plus de 500 policiers patrouillaient régulièrement dans les rues, tandis que des agents en civil surveillaient les zones fréquentées par les prostituées. Un système de patrouille croisée fut mis en place pour couvrir toutes les ruelles et impasses du district. Malgré ses efforts, l'assassin semblait toujours réussir à passer entre les mailles du filet, augmentant encore la frustration des forces de l'ordre. Les autorités tentèrent également d'utiliser des techniques d'identification innovantes pour l'époque. Les empreintes digitales n'étant pas encore utilisées comme méthode d'identification, les enquêteurs se concentrèrent sur la photographie judiciaire. Plusieurs suspects furent photographiés et leurs images comparées aux descriptions fournies par les témoins. Un fichier central fut créé pour recenser tous les individus suspects, contenant des informations détaillées sur leur apparence physique, leurs antécédents et leurs mouvements.